Salut à tous! Salut! Vendredi, le monde s'est réveillé tout excité à l'idée de binge-watcher la seconde saison de Stranger Things. Ouais, c'est exactement ce qu'on a fait et on vous en parle tout de suite. Alors Stranger Things, c'est la série qui a cartonné l'été dernier sur Netflix. C'est la série des Duffer Brothers qui sont aussi les créateurs de Wayward Pines. Donc toujours un monde entre SF et entre réalité. Donc on va faire un petit retour sur la saison 1. Je pense que c'est utile. Du coup, la première saison se déroule en 1983 dans une petite ville de l'Indiana à Hawkins. Et toute l'intrigue va se dérouler autour de la disparition du jeune Will, un petit ado de 12-13 ans je crois. Et du coup, ses trois meilleurs potes vont décider de partir à sa recherche, vu qu'il a disparu comme ça un jour sans laisser de traces. Et toute leur enquête va les mener à Eleven, une jeune fille un peu badass, au crâne rasé, au pouvoir télékinétique, qui va en fait les mener à Will et surtout à un monde fantastique, The Upside Down, qui les mènera aussi, plutôt flippant, qui est notamment dirigé par un monstre, le Démogorgon, qui retient Will justement. Merci pour ce récap de la saison 1. Pour ceux qui seraient d'une autre planète et qui ne l'auraient pas vu, nous on est là pour parler de la saison 2. La saison 2, comme dans toute bonne série, elle se déroule un an plus tard, à la veille de Halloween en 1984. Et bah écoutez, le calme semble être revenu sur Hawkins, tout se passe bien, Will est revenu avec ses amis, il manque uniquement Eleven qui, on le sait, a disparu à la fin de la saison 1. Le Démogorgon, le fameux Démogorgon, est vaincu et les enfants s'apprêtent à célébrer Halloween dans la joie et la bonne humeur. Mais, comme par hasard, au fur et à mesure, des signes étranges se multiplient dans la ville de Hawkins, notamment un pourrissement de la nature, des phénomènes naturels un peu chelous. Plus, allié à ça, un comportement de plus en plus étrange de Will qui semble pas tout à fait revenu de l'Upside Down. Il est bien chelou, bien creepy. Vous faites un petit cocktail et on sent que quelque chose se trame. On se rend compte en fait que le vrai problème de cette saison 2, c'est qu'un portail subsiste entre l'Upside Down et le monde réel. Qui dit portail pas fermé, dit forcément menace d'un monstre beaucoup plus grand et beaucoup plus menaçant, qui donc est un grand danger pour les habitants d'Hawkins. Heureusement, Eleven est sur la voie du retour. À travers elle, qu'on va voir d'autres arcs narratifs dans cette saison. Elle va aller à la recherche de sa mère. Elle va mener en fait pendant toute la saison une sorte de quête de soi-même, une quête d'identité aidée par Hopper qui sera un peu son mentor. Et elle va rencontrer, et c'est un peu la grande nouveauté de cette saison, une autre enfant qui a été élevée avec elle dans cet contexte de labo, d'expérience, etc. et qui a elle aussi des pouvoirs surnaturels. Bref, une saison qui creuse les personnages anciens, qui apporte des nouveaux personnages très intéressants et surtout de nouvelles intrigues. On en parle tout de suite dans l'analyse. Alors tout d'abord, que retenir de cette saison 2 de Stranger Things? On peut dire que tous les ingrédients y sont et que ça marche encore une fois. Toute la saveur de la saison 1 est vraiment préservée. Donc l'idée c'est toujours ce même modèle, un côté SF, film fantastique, un côté donc plus sombre, plus noir, et de l'autre le côté plus mignon, plus adolescent du teen movie américain, avec en plus, en bonus, la petite touche rétro et vintage de l'Amérique des années 80. Un peu d'humour, saupoudré d'un peu d'humour, comme on dit. Avec Dustin notamment, qui est beaucoup trop mignon. Alors ce qui a fait le succès notamment de Stranger Things, c'est quand même cette partie fantastique, ce côté justement narratif autour de l'Upside Down. Donc ici on a toujours cette opposition entre le monde classique, donc là ici notamment centré sur Hawkins, et The Upside Down, donc, qui maintenant a un nouveau monstre, un grand monstre cette fois-ci, enfin, un peu le papa du Démogorgon. Qui a un nom ultra stylé, là, je sais pas, flagelleur mental. Du coup, ce qu'il faut retenir quand même de cette saison 1, c'est que c'est l'homme, et notamment les militaires et le labo de Hawkins qui avaient attaqué The Upside Down en ouvrant une brèche dans ce monde-là. Donc désormais, l'heure est un peu à la riposte et c'est ce grand monstre, le flagelleur mental, qui va riposter justement dans cette saison 2. Ce qui est très cool en fait dans la saison 2, c'est que le Démogorgon de la saison 1, donc qui était censé être le grand méchant, etc., on se rend compte qu'en fait c'est un petit méchant parmi d'autres qui est plutôt sous la coupe d'un grand méchant très menaçant. Ce qui est fascinant avec ce grand méchant de Stranger Things, c'est justement qu'il agit d'abord par un mécanisme de défense. En fait, il a été attaqué dans la saison 1 et donc en termes de défense, il essaie de riposter dans la saison 2. Et pour ça, il a plusieurs armes, et notamment, et c'est pour ça qu'il s'appelle le flagelleur mental, et c'est lié, au passage, c'est des bons gros geeks, les Duffer Brothers, c'est lié au monde de Donjons et Dragons. C'est un ennemi qui arrive à pénétrer les esprits, et notamment un esprit, ici Will, pour utiliser l'enfant, et donc
faire des incursions dans le monde réel. Oui, en fait, c'est vraiment une sorte d'organisme vivant qui réagit en fait sur la défensive comme un animal un peu pris au piège. Et tout ce monde de l'Upside Down est vraiment relié au monstre. Il a plusieurs formes. Dans l'Upside Down, on y prend l'apparence d'un monstre hyper tentaculaire, etc. Et dans le monde réel, c'est plutôt, là, sous la forme du portail, etc. C'est des longs tunnels et tout est vivant à l'intérieur, des plantes qui, à un moment, par exemple, étouffent Hopper, etc. Tout est vivant, c'est un grand organisme et qui se défend contre l'humain, mais qui veut aussi, en quelque sorte, conquérir le monde puisqu'il a l'impression et il estime être une race supérieure qui doit dominer sur l'humanité. Comme dans la saison 1, et c'est ça aussi l'école Stranger Things, la série multiplie les clins d'œil et les références à beaucoup de films ou de séries emblématiques. Stranger Things se sert de ses inspirations et de ses codes pour renforcer son aspect fantastique et thriller, renforcer l'angoisse et le mystère. C'est le cas par exemple avec le côté un peu Matrix quand Eleven est un peu entre les deux mondes et essaye d'aller d'un monde à l'autre. C'est le cas aussi avec le clin d'œil à Harry Potter, c'est clairement pour créer une ambiance thriller fantastique. Cette connexion entre Will et le grand méchant, elle rappelle cette connexion qui est hyper efficace entre Voldemort et Harry Potter. Ça crée un truc scénaristique qui crée une vraie angoisse, une vraie tension. Ces chants qui pourrissent, la scène de l'épouvantail, etc. Ça fait clairement penser à des films comme Signe, par exemple. Oui, on fait référence aussi à Alien ou à Jurassic Park, avec justement les Demon Dogs notamment la scène où Bob est enfermé dans un placard et où tu vois arriver les monstres avec l'ombre à travers la porte. On est vraiment dans Jurassic Park. Ouais, la scène avec les vélociraptors, c'est exactement ça. Même Dart, le moment où il bouffe le chat, etc., où il le cherche, il grandit à une vitesse incroyable, c'est vraiment bien fait. Ouais, on peut même retrouver un univers un peu à la Blade Runner, notamment dans les grands espaces et au niveau de l'image, qui est assez cool. Ce qui fait la particularité de Stranger Things, c'est aussi justement de jouer entre ces deux mondes. Et là, on retrouve vraiment le monde des 80s, l'Amérique de Reagan, c'est l'American Way of Life dans toute sa splendeur. Dans la famille de Mike, notamment, on peut retrouver un petit côté Édouard Romain d'Argent, qui est très rétro, assez cool. Et même dans les décors, les gamins utilisent des VHS. Ils ont tous des tenues et des coupes. Encore mieux fait que dans la saison 1, je trouve. Typiquement, la salle d'arcade, je crois qu'on commence par là dans l'épisode 1, on la voit dès l'épisode 1. C'est incroyable, ce petit triangle lumineux qui tourne. Il y a une vraie atmosphère comme dans la saison 1 et qui est encore plus poussée parce que je pense qu'il y a plus de moyens. Alors, outre les tenues vestimentaires des années 80 qu'on retient tous, les permanentes &co, il y a aussi énormément de clins d'œil et de références aux films des 80s. Alors, on peut penser à Léon déjà dans la relation entre Eleven et Hopper, ce côté un peu filiation qui est plutôt pas mal. On peut penser également à Ghostbusters, puisqu'il y a tout un épisode, celui d'Halloween, qui est dédié justement au film, je crois qu'il d'ailleurs est sorti en 1984. C'est un petit clin d'œil des frères Duffer. On voit que cette série, c'est un peu un kiff de geek. Je pense que les Duffer Brothers, c'est les plus gros geeks du monde. Ils se sont dit, voilà, qu'est-ce que t'aimes, quels sont tes films préférés, on va multiplier les références et les clins d'œil. Et du coup, le spectateur s'amuse avec ça. Il passe son temps avec son bloc-notes à dire, tiens, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. On peut penser aussi à L'Exorciste, le côté possession de Will, c'est clairement ça. Tu sens qu'il est en transe, qu'il est rongé par un mal de l'intérieur. Je pense aussi à Mad Max. Mad Max, déjà, c'est le surnom de la petite fille, de la petite nouvelle. Et en plus, elle fonce à toute allure avec son frère dans une voiture qui est pas sans rappeler Mad Max, et qui est à deux doigts d'écraser toute la bande de Will & Co. Ouais, on peut aussi retrouver l'univers de Grease aussi, avec le bal de fin d'année, qui est aussi un énorme clin d'œil à Retour vers le futur. Et puis il y a un dernier clin d'œil qui, moi, gros bourrin que je suis, m'a bien plu, c'est le clin d'œil à Terminator, qui, il me semble, est sorti la même année à laquelle se déroule la saison 2 de Stranger Things. D'ailleurs, il est sur les affiches des cinémas, il est en projo au cinéma. Et surtout, on le retrouve, ce petit côté Terminator, dans l'épisode un peu à part de Eleven, au moment où elle marche entre les clochards, etc. Elle essaye de retrouver un peu son identité, et il y a ce petit côté mi-punk, mi-robot qu'on retrouvait dans le premier Terminator, et ça, c'est plutôt cool. Donc il joue vraiment avec tous ces codes de l'American Way of Life et de l'American Way of Life de ces années-là, qui est resté ancré, nous, dans nos mémoires grâce à ces films. Et pour s'en moquer, je sais même pas, tu vois. Autant il y a des séries qui, justement, utilisent et réutilisent les codes de l'American Way of Life pour un peu s'en moquer ou attaquer la société. Là, c'est juste un gros kiff. C'est bien nostalgique aussi. C'est vraiment un clin d'œil pour célébrer ces années-là.
là. Ouais. Alors la deuxième chose qu'on peut dire, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est qu'au final cette saison 2, c'est un remix de la saison 1, mais en beaucoup plus poussé, beaucoup plus abouti, parce que forcément il y a un peu d'expérience et beaucoup plus de budget. Et ça se transcrit principalement au niveau de la forme. Je trouve que les effets spéciaux sont bien mieux faits, beaucoup plus spectaculaires. L'ambiance recréée est plus aboutie. Et ça passe forcément par une DA hyper léchée, c'est hyper abouti au niveau de l'image. La musique, elle était déjà folle dans la saison 1, là dans la saison 2 c'est encore plus soigné. Les transitions, si vous faites bien attention, les transitions entre chaque scène au niveau du montage c'est parfait et c'est surtout très marrant. Il y a plein de clins d'œil, parfois gore, parfois drôle et ça pour le coup c'est très cool. Tout cet enrobage, ces synthés, cette image, ce côté beaucoup plus léché, ça sert aussi à apporter un fond beaucoup plus abouti. Oui, dans la saison 1, on suivait vraiment le groupe de Mike, il y avait vraiment un aspect communautaire. Ici, il y a une dimension beaucoup plus subjective, beaucoup plus personnelle. On va suivre vraiment la trajectoire des enfants, notamment des enfants qui passent, mine de rien, à l'adolescence. Donc il y a tout aussi une analyse, entre guillemets, du passage à l'adolescence, avec leurs premiers émois, leurs premiers tourments. Eleven, qui a une vraie crise identitaire, qui est à la recherche de sa mère, notamment. Mike qui est complètement amoureux d'Eleven et qui est tourmenté par son souvenir. Will qui est en pleine possession, qui est complètement paumé, le petit. Très très flippant lui. Ouais, donc du coup il y a vraiment toute cette utilisation plus psychologique qu'on ne retrouvait pas forcément dans la première saison. Oui, puisque la particularité de Stranger Things, c'est aussi de s'intéresser aux enfants et donc là aux adolescents comme des adultes. Des enfants sont vraiment traités en sujets égaux. Hopper d'ailleurs n'est pas allé chercher ses potes pour remplir sa mission, il est justement allé chercher Eleven, Mike et toute la bande. À tel point qu'on se demande même ce que foutent les parents. Enfin, à chaque fois, ils disent ouais, il est chez Mike, il dort chez machin, alors que les mecs sont partis depuis 3 jours dans la nature. Oui, il y a vraiment un travail en miroir justement entre l'adulte et l'enfant. Parfois, on peut même se demander qui est l'adulte, qui est l'enfant, parce que les petits jeunes sont quand même hyper forts et hyper autonome. Ça forme tout au long de la saison et c'est surtout dans cette saison 2 je trouve, je sais pas ce que tu en as pensé mais c'est plein de petits groupes, des épis de groupes et à partir de là on suit chacun des aventures soit en couple, soit même des triangles amoureux. Oui, dans la saison 1 on suivait vraiment un groupe, désormais on suit plutôt des duos ou des couples même. Alors on a Eleven Hopper, on l'a dit en mode Léon, on a également Mike, Will qui vont se retrouver plutôt dans leur tourment. Dans un autre genre on a Max et Lucas aussi qui vont former un joli couple. Et aussi Dustin et Steve qui sont hyper mignons dans le côté un peu mentor, petit gars qui suit, ils sont vraiment trop mignons. Je vais t'aider à draguer dans la vie, machin. Il le coach, il lui apprend comment la fameuse technique de la coiffure, qui a un résultat un peu différent sur Dustin, mais c'est pas mal quand même. Et la particularité aussi de cette saison, c'est que vraiment on va s'ouvrir vers de nouvelles storylines, avec notamment la découverte d'un autre enfant comme Eleven, 8, qui est aussi doué de super pouvoirs, ce qui peut aussi laisser présager pour la suite et pour les prochaines saisons de nouveaux enfants avec des pouvoirs. Ouais, ça voudrait dire qu'il y en a au minimum 11. D'ailleurs, la scène de 8 ouvre la saison. Carrément, c'est la première scène. Donc, dès le début, on s'aperçoit qu'il y a d'autres enfants et ça multiplie les possibilités. Et ce sera clairement une des clés de la saison 3. Il y a aussi quand même un gros rebondissement dans cette saison, c'est la renaissance entre guillemets de papa. Brenner est encore vivant. Désolée pour le spoil. Ce qui peut être particulièrement alléchant pour la saison 3, puisque en plus de ce côté fantastique, combattre le grand méchant de l'Upside Down, il y a aussi un côté ancré dans le réel avec tous ces parcours d'enfants et ces enfants qui veulent aussi se venger, c'est le cas de 8, de tout ce qu'on leur a fait subir et des personnes qui les ont maltraités. Il y a un petit côté aussi Alias, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série, mais c'était exactement ça. Oui, ça peut laisser présager pour les prochaines saisons un côté un peu plus réaliste. Dans la première saison, on était vraiment très fantastique. Dans celle-ci, on est vraiment à mi-chemin entre le réel et le fantastique. Ça peut laisser présager pour les prochaines séries, du coup, un côté un peu plus réel. Alors, ce qui fait la force de Stranger Things aussi, c'est la galerie de personnages qui déploie. Et dans cette saison 2, on retrouve avec plaisir les anciens persos qu'on adore. Même si je vais commencer, puisque c'est un des personnages importants, mais par un personnage que moi, il me saoule complètement, qui est Mike. Mike qui a complètement perdu ses repères avec l'absence d'Eleven et qui n'existe que par Will, on dirait, dans cette série. Puisque dans la saison 1, il existait parce qu'il voulait sauver Will. Et dans la saison 2, il se remet à vivre quand Will a besoin de lui. C'est un peu dommage.
Heureusement, il y a toujours cette petite touche d'humour avec Dustin qui est beaucoup trop mignon et qui a de nouvelles dents dont il parle tout le temps. Donc là, il essaye de draguer, bon, c'est pas encore ça, mais il est plutôt cool. C'est pas gagné, alors que dans la drague, c'est plutôt son pote Lucas qui se démerde pas mal, puisque au départ, Dustin était dans la course, mais Lucas a réussi, bon, en tout cas, je m'avance un peu, mais a réussi à séduire Max, la petite nouvelle. Le côté un peu plus obscur, c'est Will, le pauvre qui est vraiment possédé durant cette saison. D'ailleurs, c'est un super acteur parce que ça doit être hyper dur de jouer son rôle. Il est en torpeur, il est dans le dark tout le long de la saison, et c'est un peu l'enfant qui fait flipper. Après, on retrouve aussi le duo Eleven-Hopper qui marche hyper bien. Eleven qui est beaucoup plus mature dans cette saison, qui est aussi hyper investie dans sa mission. Elle veut vraiment sauver ses potes. Et Hopper qui a un super rôle, il est vraiment pour aider les gamins. Et ce qui est génial aussi dans ce duo, c'est vraiment le choc des titans entre Hopper et Eleven. C'est vraiment deux forts caractères. Il y a notamment une scène de dispute qui est vraiment mémorable et qui marche hyper bien. Et puis il y a les entre-deux, les ados qu'on retrouve avec cette sorte de triangle amoureux, Nancy, Steve et Jonathan. Steve qui lui accuse un peu le coup puisque Nancy se rapproche et c'est une évidence, comme une évidence, se rapproche peu à peu de Jonathan. Donc ça crée un truc assez cool entre les trois et les personnages se révèlent malgré l'adversité. Typiquement Steve que j'ai adoré dans cette saison, qui peut se révéler très utile même s'il est triste. On a aussi de nouveaux personnages dans cette saison qui sont assez emblématiques, quoique parfois pas assez, je pense, travaillés. On découvre Max, du coup, c'est la nouvelle fille de la bande, une petite badass rousse hyper mignonne qui fait donc référence à Mad Max parce qu'elle est toujours sur son skate et qu'on l'appelle un peu la fonceuse. Ouais. Et puis elle est comme ça aussi, elle a un gros caractère parce qu'elle a un frère qui est assez tyrannique et qui lui aussi a ses problèmes, qui subit des choses, mais du coup il les répercute contre sa sœur. Billy, c'est un peu le badass séducteur qui arrive en trompe dans son jean moulant, un peu un Patrick Sébastien gitan. Il a un style tombé du camion et pourtant il nous offre une scène de malade où il drague complètement la mère de Nancy qui est pas innocente et qui dit ok ouais j'aime bien, je me taperai bien. C'est à mon avis le nouveau personnage que j'aimerais le voir le plus creusé dans la saison 3 parce qu'on n'en a pas assez vu à mon goût. Un qui n'a pas eu le temps d'être trop creusé, c'est Bob. Il a fini dans le sale drap. Le pauvre Bob, il est incarné par le personnage de Sam dans Le Seigneur des Anneaux. Donc le revoir, c'était beaucoup trop cool. Malheureusement, il n'a pas fait long feu. Et enfin, le dernier personnage assez emblématique de cette saison, puisqu'on commence la saison avec elle, c'est Callie, 8, qui est donc la dernière enfant au pouvoir aussi surnaturel, qu'on voit déjà dans cette saison et qu'on va certainement suivre dans la prochaine. Ouais, qui pour moi est le nouveau personnage le moins abouti et le moins réussi, mais bon, on verra comment ils vont tourner ça dans la saison 3. Oui, mais ça nous permet de comprendre aussi qu'ils n'ont pas tous les mêmes pouvoirs et surtout qu'il y a d'autres enfants qui ont été dans ce labo. C'est sûr. Moi, pour cette saison 2, j'ai mis 8 sur 10. Bon, déjà parce que j'étais déjà fan de Stranger Things. Je trouve que cette saison 2, elle est vraiment réussie. Elle est complètement dans la lignée de la première saison, sauf qu'elle est beaucoup plus travaillée, beaucoup plus aboutie, notamment dans la DA, mais aussi dans les dialogues, dans le scénario. Les persos sont vraiment cool. Ils sont toujours hyper bien joués et j'adore toujours ce petit contraste entre le côté 80s de l'Amérique et le côté plus obscur et fantastique de l'Upside Down. Je comprends pourquoi les gens adorent ce truc et j'ai adoré la saison 2 comparée à la saison 1 qui pour moi avait des gros problèmes surtout dans la fin de saison. C'est pour ça que j'ai mis 6,5 sur 10. C'est un peu dur. On pourrait mettre 6,5 ou 7. Allez, on peut mettre 7. Mais je trouve qu'on arrive à une sorte d'impasse dans cette série où en fait là il va falloir vraiment se réinventer et trouver un autre truc pour que ça parte dans d'autres sens parce que là on est un peu bloqué. L'Upside Down, le jeu machin, ça va commencer à user je pense. Ok, il va y avoir 8, Callie, tous ces enfants, ça va être le vrai mystère. Mais le problème c'est que c'est le personnage le moins abouti et l'épisode où c'est centré sur eux, c'est l'épisode le moins réussi. Donc il va falloir, c'est un vrai défi je trouve. Moi, je suis pas d'accord, moi je vois justement cette saison comme une forme de transition pour justement arriver aux prochaines. C'est justement nous montrer qu'il y a d'autres enfants qui ont de super pouvoirs, que ces enfants ils sont dispersés dans la ville, donc dans le monde réel. Et ça peut nous emmener à un clash de titans justement entre cet Upside Down qui est toujours présent puisqu'on voit dans la dernière scène que le monstre est encore là, encore plus gigantesque qu'avant, et ces nouveaux enfants qui pourraient devenir une super armée. Tu veux dire qu'il faudrait allier tous les enfants pour battre le grand méchant ? C'est leur idée. Ouais, mais ça serait derrière. Ouais, ok. Non, mais moi je demande à voir en fait. C'est à partir de ça que je vais savoir si c'est vraiment une série que j'aime ou que j'aime pas. C'est qu'il va falloir se réinventer. Et dernière chose, et c'est ça aussi le problème à mon avis, c'est que c'est une série qui est construite pour être binge-watchée. Alors très bien, si tu as le temps, tu l'envoies dans un week-end et t'enchaînes tous les épisodes et ça marche parfaitement. Mais c'est une série qui ne marcherait pas si tu avais un épisode par semaine typiquement. Parce qu'il y a une construction qui est trop lente, qui est trop machin. C'est fait exprès pour binge-watcher.
pourquoi pas, mais ça pose quelques problèmes à mon avis. Bon non, moi je suis vraiment pas d'accord avec toi et en plus la force de cette série c'est qu'elle est hyper fédératrice, tu peux la regarder en famille avec ton mec, ton grand-père, tout le monde sera content, en plus il y a un côté très nostalgique, c'est vraiment les films des 80s quoi, toutes ces références, c'est vraiment génial. Bon, bref, moi j'ai hâte de voir la saison 3. Ce qui me fait peur en fait, c'est que c'est ok, ils ont fait une saison 2 qui est beaucoup plus aboutie, qui a plus de moyens, qui est beaucoup plus réussie que la saison 1 dans l'esprit de la saison 1, c'est-à-dire comme tu dis, ce vintage et ce thriller en même temps, etc. Sauf qu'ils ont pris quasiment aucun risque dans cette saison 2, ils ont tiré aucune ficelle qui est très cool et qui peut nous mettre en appétit pour la saison 3. C'est très classique, sans prise de risque et c'est ça qui me fait un peu peur et c'est dommage. Bref, on n'est pas forcément d'accord sur cette saison 2, espérons que la saison 3 pourra nous réconcilier. Ouais, bah j'espère aussi parce que j'attends beaucoup de cette saison 3 pour savoir si la série est vraiment une grande série comme tout le monde le dit. En attendant, nous on se retrouve dès demain avec un débriefing de cette petite friandise, le nouveau Saw. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao. Salut.